Bonjour, dans cette vidéo, on parle du temps de propagation des signaux dans un circuit. Voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va tout d'abord parler des métriques de temps des transitions sur les signaux. Ensuite, on va voir les délais de propagation d'une composante et des interconnexions dans un circuit. On va parler du temps de préparation et de maintien des bascules et on va voir quelques-uns des paramètres du FPGA de la famille Virtex 5. Les transitions sur les signaux. Bien, on a toujours supposé à date que les signaux avaient une pente infinie et qui passaient instantanément de 0 à 1 et de 1 à 0. En pratique, évidemment, ce n'est pas le cas. Considérons sur la diapositive les signaux d'entrée A et de sortie F d'un inverseur. Pour chacun des signaux, on peut définir plusieurs paramètres de façon à comprendre quel est leur comportement dans le temps. Donc, tout d'abord, pour le signal d'entrée, à partir d'un niveau de 0, il va monter à un niveau de 1 dans un certain temps. On définit TR ici, le temps de montée, comme étant le temps que prend le signal pour passer de 10% de sa valeur finale à 90% de sa valeur finale. On va définir aussi TF, qui est le temps de descente, en anglais fall time, pour passer de 90% à 10% de sa valeur. Pour ce qui est maintenant, on peut définir les mêmes valeurs TR et TF pour le signal qui est à la sortie. On peut voir ici que le TR n'est pas égal à TF. Et en pratique, ça sera le cas. Un circuit va souvent réagir de façon différente, soit sa valeur doit passer de 1 à 0 ou de 0 à 1. Ça peut être parfois TF qui est plus long que TR. On définit maintenant deux autres délais qui sont le délai de descente, TPHL, HL pour high to low, descente, et TPLH, le délai de montée pour low to high, qui correspondent à la sortie du circuit par rapport à son entrée. Et ces deux valeurs-là sont calculées de 50% de la valeur ici du signal d'entrée à 50% de la valeur du signal de sortie. Donc, quand le signal d'entrée passe à 50% de sa valeur finale, la sortie correspondante, on va voir quand elle aura effectué 50% de sa transition, et le délai entre les deux, on va l'appeler TPHL. La même chose ici pour TPLH, de 50% jusqu'à 50%. Le HL ici fait référence à la valeur du signal de sortie, donc de high to low, donc d'une valeur élevée à une valeur basse, et la même chose ici, TPLH, c'est pour le signal de sortie. On va souvent définir maintenant une seule valeur parmi ces quatre-là, en fait une nouvelle valeur qu'on va appeler TD, le délai de propagation, qui va en général être égal au maximum entre TPHL et TPLH. Le symbole pour la propagation va dépendre. Pour les bascules, on va utiliser le symbole TD, et pour la logique combinatoire, on va utiliser le symbole T combinatoire, TCOMB. Donc, pourquoi y a-t-il un délai comme ça dans les signaux? Bien, il faut comprendre ce qui se passe. Quand on passe d'une valeur 0 à une valeur VDD, une valeur élevée, c'est comme si on avait un circuit avec une pile de tension VDD et qu'à l'instant 0, on fermait ici le commutateur. Bien, à ce moment-là, les charges sur la pile vont propager, passer à travers la résistance et venir charger le condensateur. Le condensateur, ça va lui prendre un certain temps avant d'atteindre la tension VDD. Vous vous rappelez probablement de vos cours d'électricité et de physique que l'expression du courant en fonction du temps est égale à ce qui est montré ici sur la diapositive. Donc, à partir de cette expression-là, on peut trouver le moment où on a atteint 10% de la valeur et le moment où on a atteint 90% de la valeur. Et donc, on calculerait comme ça ici ce qu'on appelait dans la diapositive précédente TR. On pourrait faire la même chose avec TF dans le cas d'une décharge. Les facteurs qui affectent ces temps, ici TR et TF, sont la charge capacitive à mener. Plus le condensateur ici est gros et plus ça prendra du temps pour le charger à la valeur VDD. La résistance des conducteurs, ici R, et jusqu'à un certain point la résistance qui est à l'intérieur de la pile aussi, plus ces valeurs-là sont grandes et plus le temps sera long encore une fois. Finalement, dans un circuit, on considérera la dimension des transistors. La dimension des transistors, plus les transistors seront grands et plus leur résistance interne ici sera faible. Donc, la dimension des transistors a un impact sur le facteur R dans l'équation.
Donc, par exemple, si on a ici deux circuits, on a une première porte logique qui alimente un inverseur. Donc, si on se demande ici, pour le signal qui est entre les deux, quel sera le temps de montée, le temps de descente, etc. Et si on voulait le calculer, bien, on aurait besoin de déterminer quelles sont tout d'abord la résistance ici et ainsi que la charge capacitive à mener. La charge capacitive à mener va dépendre de la taille des deux transistors qui sont là. On se rend compte qu'un transistor, c'est un peu comme un condensateur. Il n'y a pas de courant qui passe ici à travers. Alors, le courant étant bloqué, on veut avoir effectivement une accumulation de charge ici et là sur les grilles des transistors par rapport à la masse. Donc, plus ces deux transistors-là seront grands et plus la charge capacitive à mener sera grande. La même chose aussi, si on doit alimenter d'autres transistors, d'autres portes logiques un peu plus loin, bien, à chaque fois, la charge capacitive augmente d'autant. Pour la résistance, eh bien, on parle ici vraiment de la dimension des transistors de la porte logique qui est la source. Par exemple, si on veut charger le circuit et qu'on doit passer par le transistor C ici, supposons que A et B ont une valeur de 1 et C a une valeur de 1 aussi, et à l'instant 0, C passe à la valeur 0. Mais à ce moment-là, on avait ici une tension de 0 volts et maintenant, on va devoir charger ce circuit ici à partir de la tension d'alimentation. Donc, plus le transistor ici sera large et capable de conduire du courant, et plus petite sera sa résistance interne. Et donc, plus vite le courant sera chargé. Le condensateur ici à la sortie sera chargé, et plus vite le signal passera de sa valeur de 0 à 1. Donc, on parle du délai de propagation d'une composante, maintenant qu'on a compris les différents paramètres pour les ondes dans le temps. On va maintenant parler uniquement d'une seule valeur, T combinatoire ou TD pour les bascules. Donc, à partir du moment où les entrées A, B et C de la composante sont stables, bien, ça prendra un certain temps qui est égal à T combinatoire avant que la sortie F soit stable et valide. Par exemple, sur la diapo, à un certain temps ici, le signal A change de valeur. Ce changement de valeur pourra entraîner un changement à la sortie F. Et ce changement se fera après un certain délai. Un peu plus tard, B et C changent tous les deux de valeur. Mais à ce moment-ci, encore une fois, ce changement, une fois qu'il aura été pris en compte et les effets internes de la composante sont effectués, mais produira un changement à la sortie F, encore une fois après un certain délai T combinatoire. Et ainsi de suite, à toutes les fois où il y a un changement sur une des entrées. Les délais de propagation sont spécifiés par les manufacturiers pour différentes composantes. Et ils dépendent bien sûr du délai des signaux d'entrée, de la tension d'alimentation, de la température d'opération du circuit et de la charge menée par la composante. Bon, voici un exemple. Alors, les bascules du circuit ont des délais de propagation de 2 nanosecondes. Et les portes logiques ont des délais de 1 nanoseconde pour l'inverseur, 2 nanosecondes pour la porte E et la porte OU, et 3 nanosecondes pour la porte OU exclusif. Donc, quand est-ce que les signaux vont se propager dans le circuit? Bon, tout simplement, on les additionne. On avait 2 nanosecondes ici pour les bascules. Donc, ce signal-là ici sera disponible 2 nanosecondes après la transition d'horloge, celui-ci 2 nanosecondes aussi, et celui-ci aussi 2 nanosecondes après la transition d'horloge. On peut voir que ce signal-là ici sera disponible 4 nanosecondes après la transition d'horloge. La sortie de l'inverseur sera disponible 3 nanosecondes après la transition d'horloge. Ici, pour la porte OU exclusif, bien 6 nanosecondes 5 nanosecondes après la transition d'horloge, la sortie prendra une nouvelle valeur. Donc 2 plus 3 égale 5. Cependant, il y aura aussi une nouvelle valeur qui se produira 3 nanosecondes plus 3, c'est-à-dire 6 nanosecondes après la transition d'horloge. Il faut toujours prendre le chemin le plus long quand on considère la sortie d'une composante. Ensuite, on pourrait faire le même raisonnement. 4 plus 2 nous donne 6, mais comme 6 plus 2 donne 8, on dira donc que le signal ici à la sortie de la porte OU sera valide et stable 8 nanosecondes après qu'une transition d'horloge aura lieu. On fait toujours référence ici à une transition d'horloge
parce qu'avant qu'une transition d'horloge se produise, les sorties des bascules A, B et C sont considérées comme étant stables. Lors d'une transition d'horloge, elle pourrait changer et donc 8 nanosecondes plus tard, on aurait une valeur valide ici à l'entrée de la prochaine bascule. On peut voir tout de suite que ça va nous donner une période minimale d'horloge, mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Donc, les interconnexions maintenant. Parce qu'entre transistors dans un circuit, entre portes logiques, on doit avoir des fils qui vont permettre de router les signaux. Dans la diapositive qui est ici, on a une première porte logique source, une porte E, qui alimente une des deux entrées d'une porte logique OU. Et entre les deux, on a un conducteur. Le diagramme montre assez fidèlement comment les conducteurs sont réalisés sur une puce électronique, que ce soit un FPGA ou de la logique sur mesure. Donc, on a par exemple ici un conducteur qui est une plaque de métal et a une certaine résistance R. La résistance R est égale à ρ fois L divisé par AI. Ρ, c'est la résistivité du conducteur, c'est le matériel qui est utilisé. L, c'est la longueur du conducteur. Et AI, c'est la surface que le conducteur présente au courant. Et c'est montré ici sur le diagramme. Donc, plus AI va être grand, eh bien, plus petite sera la résistance, ce qu'on désire. Bien sûr, plus AI serait grand, donc plus le conducteur serait épais, plus ça prendra de place, plus ce sera coûteux, etc. Une autre histoire de compromis. La capacité du conducteur maintenant. Mais le conducteur est isolé de la masse de la puce par un isolant ici. L'isolant a un certain paramètre diélectrique, epsilon. Et puis, le conducteur, plus il est long et plus il est large, va avoir une surface AM qui correspond finalement à sa surface entre lui et la masse. Et on a aussi l'épaisseur de l'isolant D qui joue. Donc, plus l'isolant sera mince et plus la capacité sera grande. Plus la surface sera grande et plus la capacité sera grande. On peut donc voir que plus le conducteur est long, eh bien, plus sa résistance sera grande et plus sa capacité sera grande aussi. Et on a vu que plus R et C sont grands et plus long sera le délai de propagation entre la source et la destination. Donc, il y a plusieurs facteurs sur lesquels on n'a pas d'impact une fois qu'on utilise une puce. Donc, on n'a rien à faire avec D, ça a été manufacturé déjà. On n'a rien à faire avec epsilon ni ρ. Ce sont des choix qui ont déjà été faits quand la puce a été fabriquée. Le seul facteur sur lequel on a vraiment un impact, c'est L, ici, et puis indirectement sur AM, parce que AM est égal à L fois la largeur du conducteur ici. La charge qui est donnée à une composante a aussi un grand impact. Donc, par exemple, supposons qu'on a le bloc bleu qui alimente le bloc vert, le bloc jaune et aussi le bloc violet. On peut voir qu'à la sortie du bloc bleu, on aura une grande capacité. Premièrement, on a la charge capacitive du bloc vert, du bloc jaune et du bloc violet. Mais en plus, on a l'addition de tous les chemins de routage qui permettent de router le signal de la sortie du bloc bleu vers l'entrée des trois autres blocs. Si on compare par exemple que le bloc vert, lui, doit alimenter uniquement le bloc rouge, bien, la charge capacitive pour le bloc vert est bien inférieure à celle pour le bloc bleu. Donc, plus la charge capacitive est grande, plus la résistance des conducteurs augmente à cause de leur longueur, et donc plus long sera le temps nécessaire pour que le signal se propage de sa source à sa destination. En pratique, il faut absolument tenir compte de ces temps de routage-là quand on calcule la fréquence maximale d'horloge de nos circuits. On parle maintenant des bascules, les temps de préparation et de maintien. On avait supposé à date qu'on donnait un signal à l'entrée d'une bascule, on activait l'horloge et pouf, c'était réglé, le signal était emmagasiné par la bascule. En principe, il y a une période de temps autour d'une transition d'horloge où il ne faut pas que le signal à l'entrée de la bascule varie. Donc, on définit deux temps. Tout d'abord, le temps de préparation, TSU, qui précède la transition d'horloge. Pendant ce temps, il ne faut pas que le signal à l'entrée ici D varie. Il doit être une constante. On définit aussi le temps de maintien TH qui suit la transition du signal d'horloge. Pendant ce temps
TH, il ne faut pas que l'entrée du signal D ici à la bascule varie. Le signal doit être stable pendant tout ce temps. Donc, dans le premier cas ici, on a le signal d'horloge et on a une entrée D et la sortie Q. Alors, tout va bien dans ce premier exemple parce que le signal ici est instable, mais se stabilise un certain temps avant TSU, avant la transition d'horloge. Donc, ça va et il reste stable jusqu'à un temps qui suit le temps de maintien de la bascule. Et après, le signal peut changer de nouveau. Donc, en autant que le signal est stable ici, on aura un certain temps ici qui est TD, un certain temps après la transition du signal d'horloge, une nouvelle valeur pour la bascule et ça va. Ça, c'est le fonctionnement correct et habituel, ce qu'on désire. L'autre possibilité, c'est que le signal D ne se stabilise pas avant un moment qui correspond à l'intérieur du temps de préparation avant la transition d'horloge. Donc ici, on voit qu'on a un changement, un signal qui est instable pendant la période ici du temps de préparation. À ce moment-là, on ne peut pas garantir que la bascule va fonctionner correctement. Ce qui risque d'arriver, en fait, c'est qu'elle entre dans un état métastable à un certain moment. Métastable, ici, signifie que la valeur n'est ni 0 ni 1. En termes électriques, ce serait ni 0 volts, ni 3,3 volts, par exemple, ça pourrait être 1,5 volts. Donc ça, c'est très mauvais pour le circuit et on ne sait pas comment interpréter la valeur. Un certain temps plus tard, la sortie de la bascule se stabilisera probablement sur une valeur qui est indéterminée. Ça pourrait être 0 ou bien 1. Et on ne peut pas prédire en fonction de la valeur du signal D. Donc, dans ce cas-ci, dans le meilleur des cas, la bascule va tomber par hasard sur la bonne valeur. Moins bon cas, elle va tomber sur l'autre valeur. Et dans le pire des cas, bien, sa sortie ne se stabilisera pas. Et donc, on veut vraiment éviter à tout prix d'avoir des transitions du signal d'entrée à l'intérieur de la période interdite qui est définie par un temps préalable TSU et un temps qui suit TH, la transition d'horloge de la bascule. Voici pour finir quelques paramètres du FPGA de la famille Virtex 5 pour nous donner une idée des ordres de grandeur. Donc, les données qui sont sur la diapositive sont tirées des guides utilisateurs de la compagnie Xilinx. Premièrement, on définit TILO, c'est le délai de propagation des entrées ABCD à travers une LUT jusqu'aux sorties D. Donc, par exemple, d'ici, en passant par la sortie 6, jusqu'à l'entrée D. Ici, on parle de 0,09 nanosecondes. La deuxième quantité, TILO2, correspond à peu près la même chose, sauf qu'on passe à travers des multiplexeurs F7. Donc, par exemple, on passerait comme ça ici, à travers le multiplexeur, jusqu'à la sortie CMUX. Donc, on passe ainsi comme ça, jusqu'à la sortie CMUX. Et ça, c'est 0,22 nanosecondes. Si on suppose qu'ici, on avait 0,08 nanosecondes à l'intérieur du LUT et qu'on s'accordait un 0,01 nanosecondes sur le fil, bien, ça nous ferait donc 0,22 moins 0,8 qui donne 0,14 nanosecondes. Supposons qu'on s'accorde ici un 0,08 et mettons qu'on s'accorde ici un 0,05 et quelques délais supplémentaires pour les fils. Ça nous donne une idée du temps nécessaire pour passer à travers les différentes composantes. Ici, ce sont des valeurs que j'estime. Xilinx ne les publie pas officiellement. Tout ce qu'on a, c'est le 0,22. La troisième quantité, TILO3, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on ajoute le troisième multiplexeur, le F8X. F8MUX, pardon. Donc, on ferait le chemin qui serait le chemin suivant, ainsi jusqu'à la sortie BMUX. Donc, on passerait ici comme cela jusqu'à BMUX. Et là, on parlerait de 0,35 nanosecondes. Donc, ça, ce sont les délais approximatifs à travers une tranche pour ce qui est de la logique. On est intéressé, bien sûr, aussi au délai de propagation pour les bascules. Et Xilinx nous promet ici un délai d'environ 0,4 nanosecondes. À partir d'ici, donc, à partir d'une transition positive d'horloge, le signal DQ serait stable 0,4 nanosecondes plus tard. On a besoin aussi de la valeur de TSU, TS pour Setup Time, puis TH pour Hold Time. Pour une raison qui m'est inconnue, Xilinx utilise des acronymes ou des abréviations qui sont différentes.
Et on a donc 0,41 nanosecondes pour le TSU et 0,21 nanosecondes pour le TH. Bon, il n'est pas nécessaire d'obtenir ces valeurs-là par cœur, bien sûr, mais ça nous donne une idée d'un ordre de grandeur et des délais minimaux qui doivent être respectés quand on passe à travers d'une tranche. Donc, ceci conclut cette première vidéo sur le facteur temps à l'intérieur de nos circuits numériques.